de l'ordinateur, puis nous allons voir l'Internet, ensuite email, enfin réseaux sociaux. Donc, on va commencer par le module composition et fonctionnement de l'ordinateur. D'accord. Donc, on est sur composition. Nous sommes sur composition et fonctionnement de l'ordinateur 1-2. C'est-à-dire, nous allons d'abord voir la composition, ensuite nous allons voir comment fonctionne un ordinateur. D'accord. Donc, commençons par la composition. Bon, il faut savoir que l'ordinateur est composé par deux parties. Nous avons le hardware et le software. Bon, le hardware, c'est quoi? Le hardware, c'est la partie matérielle et le software, c'est la partie logicielle. Donc, c'est ça qui compose en fait l'ordinateur en fait. C'est-à-dire la partie composition. Elle est divisée en deux sous-parties, hardware et software. C'est ça qui font l'ordinateur. Donc, nous allons d'abord introduire hardware à part et software à part. Donc, on commence par hardware, c'est-à-dire la partie matérielle. Bon, c'est quoi hardware? Hardware, comme on le dit en anglais, hardware, en français, ça signifie matériel. C'est-à-dire c'est l'ensemble des composants de l'ordinateur, c'est-à-dire les composants qu'on peut toucher en fait, qu'on peut toucher avec la main, sentir. C'est-à-dire c'est tous les composants électroniques. Il y a des bruits. Hamadou, pardon, mais il y a des bruits de fond. Hein. Je ne sais pas si vous êtes à côté d'un ventilo ou pas. Un ventilo. Ouais, il y a le ventilo. C'est bon? Voilà. Là. Voilà. Et de t'approcher du micro, qu'on puisse t'entendre mieux. D'accord. Là, c'est bon? Oui, c'est bon. Voilà. Je disais, on est sur la composition et fonctionnement de l'ordinateur. Donc, nous allons d'abord voir la composition. Donc, concernant la composition de l'ordinateur, nous avons deux sous-parties. Nous avons le hardware et le software. Donc, on va introduire d'abord le hardware. Ensuite, nous allons terminer par le software. Donc, concernant le hardware, c'est-à-dire la partie matérielle, il faut savoir que ça signifie juste en fait les composants en fait. C'est juste les composants qui composent l'ordinateur. C'est l'ensemble des composants qui constituent l'ordinateur. Donc, on va les voir. Bon, ils sont là. D'abord, au centre, nous avons l'écran. L'écran qui est là, au centre. Nous avons à droite le processeur, qui est l'élément central, qui permet de faire ce qu'on appelle les calculs binaires. C'est lui, en fait, qui gère tout ce qui est calcul binaire. Donc, en haut, nous avons ce qu'on appelle les câbles de connexion, qui permet de relier certains composants au boîtier ou bien certains composants à la carte mère. Bon, si c'est à la carte mère, par exemple, c'est pour transférer des données. Si c'est au boîtier, c'est pour transférer le courant, en fait. C'est pour alimenter. En haut juste, nous avons ce qu'on appelle le disque dur. Voilà, le disque dur. Bon, attendez, je vais activer mon pointeur laser. Attendez, je vais activer mon pointeur laser. Excusez-moi. Pointeur laser. Voilà. C'est bon, voilà. Ça, c'est le processeur. C'est ça que... Allô, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Alors, vous m'entendez? D'accord, c'est bon. C'est bon. Voilà. Ici, c'est le processeur. Ça permet, en fait, c'est l'élément qui permet de gérer les différents calculs de l'ordinateur. C'est-à-dire, quand on exécute un programme sur l'ordinateur, c'est le processeur qui gère les calculs. C'est l'élément central du système hardware, en fait. C'est l'élément le plus important des composants. Donc, en haut, nous avons les câbles de connexion qui sont ici. Nous avons deux types de câbles. Il y a des câbles qui alimentent et des câbles qui transfèrent des données. Donc, par exemple, ces câbles-là, c'est des câbles qui transfèrent du courant, alors que ces câbles-là, c'est des câbles qui transfèrent des données. Donc, juste en haut, nous avons un disque dur. Ici, ça, c'est le disque dur. Le disque dur, c'est quoi son rôle? Son disque dur, son rôle, c'est simple, c'est de stocker. C'est-à-dire, c'est une sorte de carte mémoire, comme sur votre téléphone. C'est comme la carte mémoire. Mais ici, les disques durs, en fait, ils ont des capacités plus grandes, en fait. Il y a des disques durs de 250 gigas, de 1 teraoctet, de 3 teraoctets. Voilà. C'est juste pour stocker des fichiers, des documents, des vidéos. C'est ça que ça sert, en fait. Ce composant-là sert à stocker. Donc, ici, nous avons un autre câble aussi, même chose. C'est des câbles qui permettent de transférer des données. Ici, juste en haut, nous avons ce qu'on appelle la carte graphique. Ici, c'est la carte graphique. Bon, la carte graphique, c'est le composant qui permet de gérer en fait l'affichage. Voilà, c'est le composant qui permet de traiter les images. Par exemple,
quand vous utilisez des logiciels lourds, comme par exemple Photoshop ou bien des jeux vidéo, tout ça, en fait, ça demande beaucoup de calculs. C'est-à-dire le processeur seul, il ne peut pas faire tous ces calculs. Donc, il y a la carte graphique qui va intervenir et qui va faire aussi ces calculs. C'est pour cela le jeu est plus fluide ou bien des fois, le traitement est plus rapide. Voilà. Donc, ici, juste en bas, nous avons aussi des câbles de connexion. C'est les câbles d'alimentation qui permettent d'alimenter un composant. Voilà, c'est les câbles qu'on venait de voir tout de suite. Ici, juste en bas, nous avons les RAM. Bon, les RAM, c'est quoi? RAM, comme Random Access Memory en anglais. Bon, la RAM, c'est comme en fait le disque dur. Ça permet en fait de stocker. Mais les RAM, ça stocke de façon en fait temporaire. C'est-à-dire, le rôle en fait, c'est d'aider le processeur à faire son travail. Bon, supposons vous êtes sur Word. Automatiquement, quand vous cliquez sur Word, il y a ce qu'on appelle son programme qui va être exécuté sur le processeur. Maintenant, le processeur, pour faire ses calculs, il va essayer de stocker ces calculs-là quelque part. Maintenant, quelque part là, ça ne sera pas dans le disque dur, mais ça sera sur les RAM. Donc, il va stocker les calculs à faire sur les RAM. Donc, les RAM, c'est juste pour, en fait, c'est comme juste un brouillon. C'est là où il va faire les calculs. Il va stocker les opérations pour traiter les calculs. Donc, juste en bas, nous avons ce qu'on appelle la boîte d'alimentation. La boîte d'alimentation. Oui, la boîte d'alimentation. Ça permet de faire quoi? La boîte d'alimentation nous permet en fait de délivrer, de délivrer en fait une tension en fait. Ça permet de délivrer une tension au circuit. Ça permet voilà, de donner du courant au circuit. Monsieur Ba, allô? Excusez-moi une minute. Oui, oui, Hamadou. Allô? De délivrer le courant au circuit. Voilà. La boîte d'alimentation permet de délivrer du courant à la à la carte mère, en fait, autant pour moi, à la carte mère. C'est elle qui alimente la carte mère en énergie. Donc, elle est aussi très importante aussi, c'est un élément très important. Parce que sans courant, bon, il n'y a rien du tout. Donc, c'est très important. Juste ici, nous avons ce qu'on appelle une carte mère. Voilà, c'est mal dessiné, mais c'est une carte mère en fait. Une carte mère, c'est quoi? Une carte mère, c'est une carte en fait qui permet de loger tous les composants qu'on vient de citer, que ça soit, euh, le processeur ici, que ça soit les câbles, que ça soit le disque dur, carte graphique, RAM, euh, même le boîtier là, le boîtier électrique, tout ça en fait c'est logé au niveau de la carte mère. C'est la carte mère qui va rassembler tous ces composants là. Et là, on aura ce qu'on appelle un bloc qui va former le bloc. Voilà, c'est là où se logent tous les composants qu'on vient de citer. Donc ici, juste à droite, nous avons un élément aussi très important qu'on appelle le ventilo de refroidissement. Il se met en fait au-dessus de notre processeur. Il se met au-dessus ici, au niveau de notre processeur. Parce qu'il faut savoir que le processeur, il fait des calculs. Donc en faisant des calculs, il va chauffer. Donc quand il chauffe, il faut qu'on évacue l'air. Donc c'est ça, ce composant-là, qui va évacuer l'air en fait, qui va faire évacuer l'air et ça va permettre à la machine de continuer de fonctionner. Donc ici, enfin, nous avons ce qu'on appelle l'unité centrale. C'est ça qu'on appelle souvent unité centrale, UC. Ça, en fait, c'est une sorte de boîte, en fait, où on va loger la carte mère. La carte mère, elle sera logée ici, en fait. Voilà, elle va se loger ici et on aura tous les composants. Et ici, nous avons notre bouton notre bouton de power. C'est là où on appuie pour que la machine démarre, en fait. Voilà, c'est ça en fait l'ensemble des composants de l'ordinateur en fait, le hardware. C'est ça qui compose en fait le hardware. Bon, si vous avez des questions, des suggestions aussi. Parfait, Amadou. Est-ce qu'il y a des questions rapidement pour passer à la deuxième partie? Est-ce que vous avez des questions rapidement? Ok, certains disent qu'on peut passer. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bonsoir. Allez-y. J'aimerais, monsieur,
que vous revenez sur la carte mère. La carte mère, vous réexpliquez à nouveau. Ok. Alors, tu as entendu la carte mère. Bonsoir. D'accord, sur la carte mère. Oui. D'accord, je vais revenir sur la carte mère vite fait. D'accord, donnez-moi une minute. Ok. Oui, une autre question? Bonsoir. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonsoir. Bonsoir, oui. J'aimerais qu'on... Ce serait bien de se présenter avant de... Oui, allez-y. Mohamed Sow. Est-ce que vous pouvez vous présenter d'abord, s'il vous plaît? Mohamed Sow. Oui, mon nom est Mohamed Sow. De quelle région? Parfait, ok. Allez-y. J'aimerais que l'on revienne un peu sur le processeur et sur les RAM, s'il vous plaît. Ok, processeur et RAM. Donc, Hamadou, tu as la carte mère, le processeur et la RAM. Les RAM, d'accord, super. On va revenir sur ça. Y a-t-il d'autres questions, rapidement? Je vais faire ça. Y a-t-il d'autres questions, rapidement? Gars, posez une question, hein, c'est important, comme ça. Parce qu'après cette séance, il y aura une évaluation rapidement. Il n'y a pas une évaluation pour demain. Et c'est déjà disponible sur la plateforme. Donc, Amadou, tu peux y aller. D'accord, je peux y aller, super. Donc, on commence par répondre, bon, la carte mère. Oui. On commence par carte mère, d'accord. Donc, bon, on va revenir sur la carte mère vite fait. Donc, c'est quoi la carte mère en fait? Comme j'avais dit ici, sur le diapo, la carte mère en fait, elle est un peu mal dessinée sur le diapo. Mais en fait, c'est l'élément en fait qui permet de loger en fait les composants conversités. C'est-à-dire la carte mère, elle a ce qu'on appelle, c'est-à-dire, comment je peux l'expliquer? Elle a ce qu'on appelle des stocks où on peut loger en fait. C'est-à-dire, c'est comme là où vous mettez vos puces là, sur votre téléphone. Là où vous mettez les puces. C'est là, c'est comme ça, c'est ça en fait la carte mère. C'est-à-dire, elle permet de loger. Par exemple, il y aura des logements pour des RAM. Il y aura une partie où on dit mettez des RAM. Ça, c'est pour les RAM. Il y aura une partie où on dit mettez une carte graphique. Il y aura une partie où on vous dit de mettre le processeur. Il y aura une partie où on vous dit où de mettre ce qu'on appelle le disque dur. C'est-à-dire, c'est une sorte en fait de carte où on met les composants qu'on vient de citer. C'est-à-dire les RAM, la carte graphique, le disque dur, le processeur. Lui, son rôle, c'est juste en fait de connecter tous les composants qu'on vient de citer, c'est-à-dire de les mettre dans un seul endroit. Puisqu'ils sont dispersés, donc il faut les brancher quelque part. Voilà, c'est là où ils se branchent. C'est là où on branche le disque dur, les RAM, le processeur, les câbles. Voilà. Mais c'est un peu mal dessiné ici, c'est pour cela que ce n'est pas frappant. Mais en fait, c'est ça le concept. OK. Et l'ensemble de ces éléments sont reliés par des... Exactement. Exactement. Je vous mets, voilà, j'ai une image. Vous voyez l'image de la carte mère ici? Oui. Voilà, là, c'est bien dessiné. Vous avez vu? Voilà, je vais vous annoter ça vite fait. Ici, vous avez vu ici, c'est pour les RAM. Ce compartiment-là, on met des RAM. C'est là où on met les RAM en fait. Là, tu prends des RAM 2 Go, 2, 3 Go, 4 Go, tu viens, tu mets. Ici, par exemple, c'est là où on met le processeur. Ici. Le rectangle qu'on vient de voir ici, c'est là. C'est là où on met le processeur. Automatiquement, quand vous mettez le processeur, le ventilo, il va se loger ici. Le ventilo, il sera ici. C'est-à-dire, chaque fois, il sera au-dessus. Ici, par exemple, il y a des ports PCI. C'est les ports où on met les cartes graphiques. Voilà, c'est là où on met les cartes graphiques. Ici, c'est là où on branche les câbles d'alimentation. Et ici, c'est les inputs, là où on branche les clés USB, clavier, souris, micro, etc. Voilà, 4 mètres, c'est ça en fait le concept. Il permet de loger des composants. OK. Super. Donc, bon, monsieur, celui qui avait posé la question, est-ce que c'est bon ou bien si vous avez besoin d'autres éclaircissements? Oui, c'est bon, j'ai Allez-y. bien compris. Merci beaucoup, j'ai compris. Ah, super.
Super. Merci. Super. Alors, il y a fait l'autre question, ça portait sur quoi? Sur la RAM et le processeur. Voilà, sur la RAM et les processeurs, d'accord. Bon, les RAM, en fait, comme on avait dit, les RAM, en fait, c'est des sortes, en fait, comment je peux l'expliquer? C'est en fait des sortes de disques durs, en fait. Mais eux, ils permettent juste de stocker une information de façon temporaire. C'est-à-dire, quand la RAM stocke un fichier, elle le stocke juste pendant 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, après, il supprime. C'est pas comme le disque dur. Le disque dur, par exemple, tu peux stocker des films, des jeux, tout pendant des années. Tant que le disque dur marche, tu peux rebrancher le disque dur et retrouver tes fichiers. Mais la RAM, elle se libère. Elle maintient juste le fichier pendant quelques instants. C'est pour cela, en fait, on l'appelle RAM, quoi, Random Access Memory. Elle est temporaire. Par exemple, elle sert à quoi? Elle sert, par exemple, quand on va voir le fonctionnement de l'ordinateur, là, vous allez bien comprendre, en fait, comment la RAM exerce son rôle, en fait. Parce que quand le processeur doit, en fait, faire un job, par exemple, ouvrir, par exemple, Word. Quand il ouvre Word, il va enregistrer le code source de Word au niveau du processeur, non, au niveau de la RAM. Dès qu'il installe au niveau de la RAM, maintenant, la RAM va se charger d'exécuter Word. Maintenant, il va faire ses calculs, Dès que tu termines d'utiliser Word, tu fermes Word, par exemple, tu dis j'ai quitté Word, automatiquement, la RAM oublie Word. C'est-à-dire, la RAM supprime tout ce qui est Word sur sa mémoire. C'est ça, en fait. La RAM, elle est temporaire. Et le disque dur est... Voilà. Donc, si c'est bon pour la RAM, on fait pour le processeur. C'est bon? Donc, ça, je pense que pour l'approfondissement, on attendra dans la partie fonctionnement. Voilà. Sur la partie fonctionnement. D'accord. Je vous explique le processeur vite fait. Je lui réexplique. Rapidement, de façon ramassée. C'est sûr que vous allez revenir sur ça dans Voilà, exactement. De façon ramassée, le processeur, en fait, c'est le cœur. C'est le composant qui permet, en fait, de faire fonctionner, par exemple, on dit dans l'ordinateur. Sans le processeur, il n'y a pas de calcul. Sans le calcul, il n'y a pas, en fait, de fonctionnement. C'est l'élément qui sert à effectuer les calculs de l'ordinateur. Les calculs que vous entendez, les 0 et 1 que vous entendez, les binaires là, c'est le processeur qui fait ça. C'est lui qui traite et qui exécute. Voilà, de façon binaire, c'est ça, en fait, de façon simple. C'est ça. Donc, quand on va en revenir, vous allez bien comprendre. Voilà, comprendre que dans ce premier diapo, c'est de connaître l'ensemble des éléments. Maintenant, dans le deux secondes diapo, on parlera du fonctionnement. D'accord, c'est bon. On continue alors. Donc, on a vu la partie hardware, c'est-à-dire tout ce qui est matériel, c'est-à-dire tout ce qu'on peut toucher sur l'ordinateur, c'est-à-dire les RAM, les disques durs, processeurs, carte mère, tout ça, en fait, on le voit. On peut le voir, on peut le toucher. Il y a aussi une autre partie qu'on appelle software, c'est-à-dire c'est la partie logicielle. C'est la partie qu'on ne peut pas voir, en fait. C'est la partie qu'on ne peut pas, en fait, voir, quoi, qu'on ne peut pas toucher. C'est la partie logicielle. Donc, la partie logicielle, elle est composée aussi par deux sous-parties. Nous avons ce qu'on appelle le système d'exploitation et les applications. Bon, le système d'exploitation, c'est quoi? Un système d'exploitation, c'est un ensemble de programmes qui permettent de créer une connexion entre le hardware et le software. C'est-à-dire c'est un ensemble de programmes qui permet en fait de créer la connexion entre le matériel et les applications. Par exemple, vous avez par exemple carte graphique, vous avez des RAM, vous avez un disque dur, vous avez tout, mais en ce moment-là, il vous faut quelque chose, en fait, un logiciel qui permet en fait de tout organiser. De dire par exemple le processeur, quand je clique sur Google Chrome, le processeur, vas-y, toi tu vas gérer tout ce qui est calcul. La RAM stocke le code source sur ta mémoire. L'alimentation, donne-moi un courant de 2 volts par exemple. Tout ça en fait, c'est le système d'exploitation qui permet de gérer ça. Lui, il permet d'exploiter le matériel pour que les applications puissent marcher. Les applications, c'est quoi? Les applications, c'est les logiciels que vous installez sur votre ordinateur, c'est-à-dire les Word, les Excel, les Google Chrome, tout ce qui est logiciel que vous installez, les Photoshop, les jeux vidéo, tout ce que vous installez sur votre ordinateur, ces applications. Maintenant, le système d'exploitation, lui, il permet en fait d'exploiter ces outils-là, c'est-à-dire le matériel, pour créer une connexion entre les applications et le matériel en fait. C'est juste ça son rôle. Maintenant, pour le système d'exploitation, on en a plusieurs. C'est comme sur les téléphones.
Par exemple, il y a Android, il y a iOS. Mais sur l'ordinateur, c'est un peu plus vaste. Nous avons Windows, nous avons macOS, nous avons aussi Linux. Bon, Windows, c'est plus souvent, c'est plus connu. Nous, on connaît plus Windows parce que c'est plus ergonomique, quoi. Mac aussi, ça existe. C'est ce qu'utilisent les PC Mac. Bon, Linux, c'est souvent fait pour les grands développeurs ou bien les startups qui veulent développer des trucs. Mais sachez qu'en fait, ils ont la même base. Le système d'exploitation, ça c'est juste à exploiter le matériel pour permettre aux applications d'avoir accès à ces composants, c'est-à-dire la RAM, le processeur, carte graphique, disque dur. Donc, c'est juste ça en fait. Ils ont tous les mêmes procédures, mais juste c'est la manière qui fait la différence. Par exemple, iPhone et Android. iPhone, vous avez WhatsApp. Android, vous avez WhatsApp. Mais peut-être vous, le WhatsApp, il est plus rapide sur votre iOS que sur votre Android. Voilà, c'est juste des questions de comment ils utilisent le matériel. Peut-être macOS utilise le mieux, c'est-à-dire son système d'exploitation est plus calé en exploitation que Windows. C'est juste ça en fait. Mais ils ont tous les mêmes bases. Exploiter le matériel pour permettre à tes applications de marcher. Les applications, on en a ici, bon, VLC Media Player, la suite Office. Nous avons aussi Google Chrome, Mozilla Firefox. Bon, tout ce qui est application, c'est ce qu'on appelle logiciel. Bon, c'est bon pour logiciel. Si vous avez des questions ou bien des suggestions. C'est bon, c'est bon. C'est bon pour cette partie. Je pense que tu peux avancer. Voilà. D'accord. Bon, maintenant, c'est bon pour composition. Et on va attaquer ce qu'on appelle fonctionnement d'un ordinateur. Bon, ici, on va voir un petit schéma fonctionnel d'un ordinateur. C'est-à-dire, on va essayer de voir comment, en fait, l'ordinateur, il fonctionne. Donc, ici, nous avons ce qu'on appelle des périphériques d'entrée. Voilà, les périphériques d'entrée. Les périphériques d'entrée, c'est quoi? Les périphériques d'entrée, c'est quoi? Les périphériques d'entrée, c'est l'ensemble, en fait, des périphériques qui nous permet de faire entrer une information. C'est-à-dire comme le clavier, par exemple, il nous permet d'écrire des caractères A, Z, 0, 9, etc. Ça permet en fait de donner un input, c'est-à-dire de faire entrer des informations. La souris, elle permet de pointer, par exemple, vous avez la souris et vous pointez, vous cliquez. Ça aussi, ça permet de donner des informations. Ici, nous avons un micro. Le micro aussi, ça enregistre des audios. C'est aussi un périphérique d'entrée. Nous avons aussi le scanner, ça permet de scanner, ça permet aussi de donner des données, ce qu'on appelle à l'ordinateur, c'est-à-dire c'est un périphérique d'entrée. Périphérique d'entrée, en grosso modo, c'est tout périphérique qui permet de donner de l'information à l'unité centrale. Donc ici, nous avons entre les deux parties, l'unité centrale de traitement, c'est-à-dire votre ordinateur. Donc lui aussi, il prend aussi en charge des périphériques de sortie, c'est-à-dire l'écran qui permet d'afficher le logiciel que vous êtes en train d'utiliser, votre bureau, etc. Vous avez aussi ici des imprimantes qui permettent d'imprimer des documents, etc. Et si vous avez des haut-parleurs qui permettent d'écouter de la musique. Et enfin, nous avons les périphériques de stockage. Bon, les périphériques de stockage, bon, il y a les lecteurs CD que vous connaissez tous, les CD. Nous avons aussi les clés USB, des disquettes aussi, ça on appelle ça des disquettes. Mais ça, c'est un peu ancien. On l'utilisait, par exemple, durant les années où l'ordinateur commençait à faire c'est venu, quoi, en fait. C'est des anciennes machines, quoi, les machines anciennes. Ils prenaient des disquettes. Parce que les disquettes, ce n'est pas des gigas, en fait, des MO. C'est des kilos. C'est-à-dire, c'est des 30 kilos ou 10 kilos. C'est très, 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 très faible. C'est les premières machines, là, les gros ordinateurs là, qui utilisaient ça. Mais nous, en ce moment, on utilise ce qu'on appelle les disques durs. C'est ça. Ça, c'est les disques durs. Mais ça, l'image, en fait, c'est un peu zoomé, en fait. C'est le contenu du disque dur qu'on avait vu récemment. Ça, c'est quand tu ouvres le disque dur, là, tu vois ça. Mais ça, c'est un disque dur. C'est ça qu'on utilise en ce moment. Nous, on utilise les disques durs et les clés USB. Même les CD, ça commence à être dépassé. Même les CD, maintenant, on n'utilise plus. Nous, on utilise souvent ces deux-là. Les disques durs et les clés USB. Donc ça permet de stocker des fichiers, des données, des vidéos. Donc c'est bon pour ici. Est-ce qu'on peut les considérer comme des périphériques d'entrée et de sortie en même temps, comme la clé?
C'est à la Exactement. fois un périphérique de santé. Exactement. C'est à la fois les deux. Parce qu'avec une clé USB, tu peux copier un fichier de ta machine à la clé USB. Tu peux aussi copier un fichier de la clé USB à la machine. Donc, certainement, on peut l'utiliser comme, Ok. comme les deux périphériques. Ouais. Ils peuvent être à la fois entrée et sortie. Parfait. Parfait. Donc, ici, nous avons, lorsque l'ordinateur démarre, il commence par, je vais essayer d'effacer ça. Voilà, lorsque l'ordinateur démarre, il commence par lancer un logiciel spécial que l'on appelle l'OS. Par exemple, Windows, Linux ou Mac. Voilà, ça qu'on expliquait. L'OS, en fait, j'avais oublié de vous l'expliquer. L'OS, c'est l'operating system, c'est-à-dire système d'exploitation en anglais. On l'appelle souvent OS. OS, operating system. Donc, il dit, par exemple, Windows, Linux ou Mac OS. Voilà, ça, c'est une petite conclusion. Lorsque on allume l'ordinateur, sincèrement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va d'abord lancer le logiciel, c'est-à-dire le système d'exploitation. Parce que sans ça, en fait, la machine ne va pas marcher. Parce que si vous avez tous les éléments, vous n'avez pas le système d'exploitation, ça ne sert à rien. C'est comme si vous avez un grand usine avec tous les matériels, mais vous n'avez pas des employés. Donc, l'usine, ça ne va rien produire, en fait, parce qu'il n'y a pas d'employés qui vont travailler. Donc, ça ne sert à rien. C'est ça juste qu'il faut expliquer. Sans système d'exploitation, la machine ne sert absolument à rien. Donc, il faut impérativement Windows, Linux ou Mac OS pour utiliser la machine. Donc, on continue ici. Sans cet OS, vous ne pouvez pas utiliser l'ordinateur. Oui. Bon, c'est l'OS qui va vous permettre, qui va interpréter vos commandes et vous afficher les résultats. C'est une surcouche entre le matériel et vous. Voilà, ça qu'on expliquait tout à l'heure, c'est-à-dire que le système d'exploitation, il permet de faire la connexion entre le hardware et vos logiciels. Voilà. Vous, ici, ça signifie vos logiciels, en fait. Vous, c'est le logiciel que vous utilisez. Donc, ici, on a un petit schéma qui va nous dire qu'est-ce qui se passe lorsqu'on clique sur une application, par exemple, sur un logiciel. Il nous dit, vous cliquez ou double-cliquez sur l'icône. Supposons on a cliqué sur Google Chrome, c'est-à-dire notre logiciel Google Chrome. Voilà, notre logiciel Google Chrome, on est là. On a cliqué sur l'icône. Il nous dit en 2, l'ordinateur va alors chercher dans le disque dur vers quel logiciel pointe cette icône. C'est-à-dire, il faut savoir que les icônes que vous voyez sur vos ordinateurs là, quand vous êtes au niveau du bureau, c'est pas en fait tout le logiciel qui est là-bas. C'est juste ce qu'on appelle son icône qui est là-bas. C'est-à-dire c'est une sorte de raccourci. Quand vous double-cliquez sur l'icône, l'ordinateur, il va faire quoi? Il va chercher la source. Il va chercher là où le logiciel a été installé. Maintenant, dès qu'il trouve là où le logiciel a été installé, il va commencer à le lire. Voilà. Il va le lire, le logiciel à page du disque dur, car celui-ci est enregistré dessus. Donc, il va commencer à lire le logiciel. N'est-ce pas? Il va commencer à le lire. Donc, tout ce qui sera lu sera chargé dans la mémoire vive RAM. Voilà, c'est là qu'on va revenir sur RAM. C'est-à-dire que maintenant, quand on clique sur le logiciel, la machine va chercher là où il est sur le disque dur. Maintenant, dès qu'il le trouve, il va commencer à dire au processeur, on va commencer les calculs. Le processeur va reprendre les commandes. Il va dire, d'accord, j'ai cliqué, l'utilisateur a cliqué sur Google Chrome. Maintenant, on a le code source de Google Chrome. Je vais l'installer sur la RAM. La RAM dit oui, OK, tu peux installer Google Chrome. Automatiquement, il y a Google Chrome sur la RAM et le processeur commence à faire son travail. Il commence à calculer. Tu cliques sur Google, tu cliques sur Facebook, sur Instagram. Tout ça, tout ce que tu es en train de faire, c'est le processeur qui est en train de faire ces calculs-là, qui gère. Maintenant, tu termines d'utiliser Google Chrome, automatiquement, tu fermes. Et lorsque tu fermes, une fois que vous fermez le programme, celui-ci sera effacé de la RAM. Une fois que vous fermez le Google Chrome, automatiquement, la RAM va se libérer. En fait. Il va dire, je ne vais plus stocker le code de Google Chrome. Maintenant, je suis libre. Maintenant, vous allez vous cliquer sur une autre application, sur Word ou bien sur Office, sur Excel. La RAM va se charger encore de ce programme. C'est là, en fait, qu'on voit la différence entre la RAM et le disque dur. Parce que la RAM, vous avez vu, lorsqu'on a cliqué, ça a commencé à enregistrer, c'est-à-dire à stocker. Et une fois qu'on ferme, automatiquement, c'est effacé de la RAM. Voilà. Ensuite, nous avons, mais bien évidemment, il reste présent sur le disque dur pour une prochaine utilisation. Ouais. C'est-à-dire que le disque dur, lui,
tout ce qu'on installe là-bas, ça reste là-bas. Mais la RAM, c'est juste temporaire en fait. C'est juste sur le moment où on utilise le logiciel. Dès qu'on quitte le logiciel, la RAM se libère carrément. Elle se libère et supprime le programme. Bon, en fait, c'est ça qu'on expliquait en fait ici. Des processus, en fait, lorsqu'on clique sur une application, sur un logiciel, en fait, une application ou un logiciel. Bon, si vous avez des questions ou suggestions, bon, je suis à l'écoute. Ok, Hamadou, merci beaucoup. Donc, rapidement, avant qu'on ne passe sur la deuxième partie, si vous avez des questions sur cette partie. Si vous avez des questions rapidement, les gars. Des questions? Oui, bonsoir. Bonsoir. J'ai une petite question là. D'accord. Vous pouvez vous présenter et nous dire quelle région vous êtes? Je m'appelle Abou Diem et je suis à Ziguinchor. Ok, parfait. Est-ce que la mémoire RAM peut être pleine à tel point qu'elle devient saturée? Ok. Est-ce que la RAM peut être pleine jusqu'à être saturée? Oui. Ok, parfait. Vous avez d'autres questions ou bien c'est bon? Bonsoir, rebonsoir. Bon, toujours Moussa Seydi. Donc, je demandais, est-ce qu'il est possible Bonsoir, oui. qu'un ordinateur manque de RAM? Est-ce qu'il est possible? Est-ce qu'il est possible? Que l'ordinateur manque de RAM. Manque de RAM. Oui. Ok. Qu'il n'y ait pas de RAM dans l'ordinateur. Donc, on évacue les deux questions rapidement. Ok, c'est bon. Dans l'ordinateur. D'accord. Donc, Hamadou, ça va. Allez-y. D'accord. La première question, c'était est-ce que la RAM peut être pleine jusqu'à faire bugger l'ordinateur? C'est ça? Oui, c'est saturé. Voilà. Exactement. Très bonne question. En fait, la RAM, elle peut être pleine, oui, comme vous avez dit. Elle peut être pleine, c'est-à-dire elle peut être surchargée. Quand elle est surchargée, automatiquement, il se passe un bug. C'est-à-dire la machine, elle va être lente. Parce que, comme si vous donnez à quelqu'un 10 tâches. Vous lui dites, par exemple, balayer la maison, laver les habits, ramener les enfants à l'école, vous continuez. À un moment donné, la personne, elle est surchargée, en fait. Elle ne peut pas faire toutes les tâches en même temps. Voilà, c'est exactement ça, en fait, le concept. C'est-à-dire, les RAM, si tu veux, par exemple, qu'elles soient performantes, il faut utiliser beaucoup de gigas. Par exemple, il y a des RAM de 1 giga, des RAM de 2 gigas, de 3 gigas, de 4 gigas. Par exemple, si votre machine, si la carte mère peut prendre 4 RAM, si vous avez, par exemple, 4 bandes de RAM, c'est-à-dire vous pouvez mettre 4 RAM, vous mettez sur chaque banc 1 giga de RAM. Au total, vous avez 4 gigas de RAM. Si votre machine commence à bugger, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre 1 giga de RAM et vous remplacer par un 4 giga de RAM. Comme ça, automatiquement, vous aurez je dirais, vers 7 gigas de RAM. Voilà, faites vers 7 gigas de RAM. Et automatiquement, la machine commence à être plus rapide. Bon, je vous partage un truc. Vous regardez mon écran. Attendez, je vous partage un truc. C'est bon, vous avez vu mon écran? Non, on n'a pas vu ce que vous partagez. Attendez. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Je suis en train de partager. Bon. Voilà, vous avez vu les trucs, les mémoires qui sont en train de... D'accord, c'est bon. Vous avez vu le gestionnaire de tâches. Ici, en fait, j'utilise le système d'exploitation Windows d'abord. Sur Windows, par exemple, on peut savoir l'utilisation de sa RAM. Vous avez vu, je suis sur mémoire. Et il me dit à gauche ici, je vais vous marquer ça. Comme ça, vous allez bien comprendre. Ici, on m'a mis 12 gigas. Dessin. Ici, regardez bien.
Vous avez vu? 12 gigas. C'est-à-dire, j'ai au total 12 gigas de RAM. Avec mes 12 gigas, vous pouvez voir à droite à quel pourcent il utilise. C'est-à-dire, regardez ici, il utilise 5,5 sur 11,8 gigas. C'est-à-dire, c'est 47%. La machine utilise juste 47%. Parce que j'utilise, par exemple, je suis sur Zoom, je suis sur PowerPoint, j'ai des autres applications ouvertes et tout ça, la RAM continue à gérer. Tout ça, elle gère. Mais dès que je commence à ouvrir d'autres trucs, par exemple des jeux vidéo, d'autres applications, la RAM, elle va utiliser par exemple 80%. Maintenant, la machine commence à bugger. La machine va commencer à être très lent, très, très, très lent. Automatiquement, s'il arrive à 100%, la machine va s'éteindre. C'est-à-dire, s'il ne peut plus gérer, c'est-à-dire, il ne peut plus gérer tout, automatiquement, la machine va s'éteindre. Vous allez voir un écran bleu, ce qu'on appelle le fameux écran bleu. Windows, error, la machine s'éteint. C'est-à-dire que là, vous avez surchargé la machine. Donc, la machine, la RAM peut être surchargée. C'est vrai. Et quand elle est surchargée, la machine devient lente. C'est pour cela quand vous dites quand votre machine est lente, on vous dit souvent augmenter les RAM, changer RAM, une RAM puissant. C'est comme votre iPhone. Quand vous avez un téléphone avec 2 Go de RAM, quand vous utilisez beaucoup d'applications, à un moment donné, c'est plus rapide. Donc, il faut utiliser un téléphone de 4 Go de RAM. Bon, c'est ça en fait. Les RAM, plus vous en avez, plus la machine est plus rapide. Ouais. OK. Parfait. Est-ce qu'une machine peut manquer de fonctionner? Voilà, ça, c'est impossible. Sans RAM, la machine ne démarre pas. Pourquoi? Parce que en fait, sans RAM, le processeur, il ne sait pas où, en fait, est stocké les programmes. C'est pour cela, dès que vous allumez tous les RAM, vous allumez la machine, vous allez entendre un son de la carte mère. La carte mère va être des bips, en fait, des petits bips qui va vous dire que la RAM, qu'il n'y a pas de RAM sur votre carte mère. Déjà, la carte mère, elle est intelligente. Dès que vous démarrez, elle va essayer de regarder est-ce que tout est en place. Est-ce que vous avez un processeur? Est-ce que vous avez des RAM? Est-ce que vous avez un disque dur? Il va essayer de tout savoir. Maintenant, si les RAM manquent, ça, il ne démarre pas. Donc, les RAM, c'est important en fait. C'est très important. Si les RAM manquent, c'est impossible. La machine ne démarre pas. Parfait. Merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour les réponses? Les gars, est-ce que c'est bon pour les réponses? OK. C'est bon. Super. Bonsoir, monsieur. Allez-y. Oui, allez-y. Moi, j'entends rarement, quand il s'agit de Mac ou d'iPhone, parler de RAM. Est-ce qu'ils ont quelque chose en remplacement ou? Moi, je n'entends, comme les Android, là, j'entends, on dit RAM 6, RAM, etc. Mais en matière d'iPhone, moi, j'entends pas ça. Pourquoi? Amadou, tu as entendu la question? Allô, la question c'est, il n'entend pas souvent les RAM. C'est ça? Le terme de RAM ou bien? Comme ce qui se passe sur les Android, quoi. Oui, exactement, c'est ça. Genre, par exemple, on a plus tendance à entendre que quelqu'un va acheter un Android, parler de RAM, etc., ce qui est différent des iPhones. Moi, j'entends, je vais acheter un iPhone 7 Plus, etc., mais j'entends pas dire, par exemple, quelque chose comme ça, quoi. Est-ce que les iPhones ont un système différent des autres ou n'ont pas de RAM ou c'est quelque chose de différent? D'accord, je comprends la question. C'est une très bonne question, hein, parce que même moi, avant, je vous posais la question. Bon, j'essaie de vous répondre. En fait, sur les téléphones que vous voyez, sur les iPhones et les Android, en fait, pourquoi on n'entend pas souvent les RAM chez les iPhones? C'est que les iPhones, eux, le système d'exploitation, en fait, est plus performant, en fait, que l'Android. Parce qu'avec un iPhone 5, c'est-à-dire 5e génération, tu peux faire presque tout ce que l'iPhone, en fait, 7e génération fait. C'est-à-dire tout ce que l'iPhone 6 fait, tout ce que l'iPhone 7 fait. C'est-à-dire, eux, ils ont ce qu'on appelle une durabilité. Quand tu achètes un iPhone, tu peux rester avec l'iPhone pendant des années et recevoir des mises à jour, même chose que les iPhones nouveaux. C'est-à-dire, moi, si j'ai un iPhone 7, je peux recevoir les mêmes mises à jour que l'iPhone 13.
en ce moment. Je peux recevoir les mêmes mises à jour que l'iPhone 13. En fait, c'est le système en fait qui est performant. Mais eux, ils ont des RAM. Les RAM que vous entendez, ils l'ont, mais ils ne le disent pas parce que eux, le système est performant. C'est-à-dire que le processeur, eux, est tellement puissant qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de RAM en fait, pour être performants. C'est-à-dire eux, les RAM, la performance, eux, ne dépend pas de la RAM. Eux, ils ont préféré optimiser le système, c'est-à-dire rendre le système d'exploitation très, ultra léger. C'est tellement léger que tu n'as pas besoin de beaucoup de RAM pour que l'application puisse marcher. C'est pour cela, eux, les RAM, vous n'entendez pas souvent. Mais quand même, il y a des RAM. Quand vous regardez bien des recherches, il y a des RAM. Comme par exemple ici, je vais vous partager cette page. Bon, c'est une page en fait certifiée. Hein? C'est une page certifiée. Ici, vous trouverez, quand vous voulez faire la comparaison, vous voyez la page? Oui. Voilà, ici, ça s'appelle GSM Arena. Ça permet de regarder toutes les spécifiques d'un appareil téléphonique. Quelle que soit la marque, ici, on met tous les détails spécifiques. Comme vous avez vu ici, iPhone 13, n'est-ce pas? Ici, on a le nombre de pixels. Bon, je vais un peu dessiner ça. Ici, vous avez le nombre de pixels de la caméra, 12 mégapixels. Ici, vous avez les RAM. Vous avez vu? Les RAM. Il y a 4 Go de RAM. 4 Voilà. Il y a 4 Go de RAM. Okay. Apple A15 Bionic. Eux, le processeur, c'est Apple A15 Bionic. C'est-à-dire, eux, ils ont tellement un processeur tellement puissant qu'avec juste 4 Go de RAM, c'est bon, quoi, ça suffit. Parce que leur processeur est bon, en plus, leur système est bon. L'Android, le problème, c'est que l'Android, le code source dans l'Android n'est pas aussi performant que les iOS, que iPod. C'est pour cela, eux, ils mettent en fait l'accent sur les RAM. Parce que eux, le système est conçu de telle sorte qu'il te faut plus de RAM pour que ça soit très rapide. Alors que sur iOS, c'est construit qu'il ne te faut pas plus de RAM pour que ça soit performant. Eux, ils ont ils ont minimisé en fait l'utilisation de la RAM. Mais sur Android, tout repose sur la RAM en fait. C'est-à-dire plus tu as de RAM, plus tu as de RAM, plus c'est plus rapide. C'est pour cela sur les Android, on entend 4 Go, 6 Go RAM, 8 Go RAM. Parce que tu sais que si tu n'as pas une grande capacité de RAM, tu ne peux pas évoluer. Alors que sur les iPhones, eux, ils ignorent ça. Eux, avec 2 Go de RAM, ça va quoi. Parce que le système est tellement bien fait qu'ils n'ont pas besoin de beaucoup de gigas de RAM pour faire fonctionner les applications. C'est juste ça en fait. C'est juste un truc d'optimisation du système. Super. Est-ce que c'est bon pour les réponses? Oui, merci beaucoup. C'est très bon. Merci. Super. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Après, nous allons passer sur l'Internet. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Je regarde dans la partie discussion. OK. D'accord. Il n'y a pas de questions écrites. Donc, Amadou, tu peux poursuivre? Je pense qu'on peut pas. On peut passer. Voilà. D'accord. On va poursuivre. Okay. D'accord. Bon, ici, nous avons une petite vidéo de synthèse sur le fonctionnement d'un ordinateur. Je ne sais pas comment vous faire écouter le son. Si ça va se faire. D'accord, je vais essayer de faire ça. D'accord, je vais essayer de faire ça. Bon, on attend que ça charge un peu. Bon, moi j'entends bien, je ne sais pas les autres. Moi ça va. Oui. Bon, donc je n'ai pas besoin de commentaires.
Un système informatique est composé de deux choses. La partie matérielle, c'est votre ordinateur sous son aspect physique, et la partie logicielle, ce sont les programmes et les applications qui le font fonctionner. Amadou, ça a sauté là. Ça a sauté, ouais. Quand je reprends. Un système informatique est composé de deux choses. La partie matérielle, c'est votre ordinateur sous son aspect physique, et la partie logicielle, ce sont les programmes et les applications qui le font fonctionner. La partie matérielle d'un ordinateur est constituée d'un processeur, c'est lui qui va exécuter les instructions que vous donnez, il va les décoder, les calculer et les exécuter les unes après les autres. De la mémoire centrale, qui va stocker temporairement les données et les instructions qui ont été reçues, et des composants entrée-sortie qui permettent la liaison avec les périphériques externes comme le clavier ou la souris pour l'entrée des données ou l'écran pour la sortie. Voyons ce qui se passe lorsque l'on envoie une instruction. L'instruction à exécuter arrive par un composant entrée et est déposée dans la mémoire centrale. Puis, de là, le processeur va la prendre, l'exécuter et stocker le résultat dans la mémoire centrale. Enfin, le résultat ira à sa destination par le composant de sortie. Les données sont acheminées entre les différents éléments par ce qu'on appelle le système de bus. Un programme est toujours composé de plusieurs instructions, chaque instruction étant traitée l'une après l'autre. Merci beaucoup. Super. Alors, c'est bon, super. Ouais, super. Donc, on continue sur Monsieur, l'Internet. Allez-y. Allez-y. il serait mieux de partager le link de la vidéo dans le groupe WhatsApp, si possible. D'accord. D'accord, je vais vous partager ça. D'accord. Je l'ai envoyé sur la discussion. C'est bon? Vous pouvez prendre le lien de la discussion. Oui. Voilà. C'est reçu. OK, Mohamed. D'accord. On continue. Oui. Super. Donc, ici, on va voir la partie Internet. Donc, on a terminé la partie concernant tout ce qui est composition et fonctionnement d'un ordinateur. Allô? Allô? Oui, on va voir la partie Internet. D'accord. Donc, Okay. 1 sur 4. Nous allons voir Internet. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Internet? On entend souvent Internet, mais en réalité, c'est quoi Internet? Internet est un ensemble d'ordinateurs qui stockent des informations, des documents et qui les échangent. Voilà. Internet, en fait, comment je peux l'expliquer, en fait? En fait, ay ordinateur là, en fait, ay ensemble ordinateur yu bëri la yu connecté wu entre ñoom, c'est-à-dire chaque ordinateur est connecté ak moromam. Supposons par exemple 10 ordinateurs, chaque ordinateur connecté wu ak moromam qui est aussi connecté ak benn moromam. Léegi nag ordinateurs yi ñoom dañuy stocké ay informations, ay documents ba pare di koy jaarlante quoi, di koy échangeante entre ñoom. Loolu mooy internet en fait, loolu kese la, c'est-à-dire ay ordinateurs yu bëri la yu tegaloo, ordinateurs yi nag ñoom dañuy waxtaan entre ñoom. Voilà, ñuy waxtaan entre ñoom. En plus ñoom dañuy stocké ay données mooy ay documents, ay fichiers, etc. ba pare ñu koy échanger quoi, di échangeante ay documents, ay fichiers, affaires yooyu. Loolu mooy internet en fait, benn sorte de toile la comme fii li nga ko defee fii mooy li toile bi, sorte de toile en fait, comme toile d'araignée.
C'est juste ça, en fait, Internet. Un ensemble de réseaux, là, des machines en réseau qui communiquent entre eux. Maintenant, comment communiquent-ils entre eux? Genre, nous waxtaanee entre nous. Pardon, excusez-moi. Monsieur Ba, Oui. j'ai le diapo qui défile tout seul, là. Je sais pas. Est-ce que tu n'es pas en train de cliquer quelque part? Ouais, attends, je vais essayer de réessayer. Attends, je vais attendre un peu. Ah, d'accord. Je pense que c'est une touche qui est bloquée sur mon clavier. D'accord, c'est bon. Ici, comment communique-t-il? Bon, attendez. Toujours un problème avec ma touche là. Ok. Désolé. Voilà, comment communique-t-il? C'est-à-dire, nous ñuy waxtaanee en fait. Mooy ordinateur, nous ñuy waxtaanee en fait. Comment ils font pour communiquer? Bon, les ordinateurs utilisent un langage pour communiquer. C'est-à-dire, ñoom dañoo am langue pour communiquer. Les langues boobu nag, ça se nomme protocole. Le langage pour communiquer entre ça s'appelle protocole. Comme nous, par exemple, humains, pour waxtaan, dañuy utiliser ay langage, ay wolof, ay pulaar, ay français, anglais. Ñoom utilisent protocole. Maintenant, ici, on dit Internet, à quoi ça sert? Bon, Internet, ça sert à quoi? Bon, sincèrement, désolé les gars. Je dois régler le problème. Ce qui défile tout seul là. J'ai une touche en fait qui est bloquée. Je vais essayer de désactiver la touche. J'ai une touche sur mon clavier qui est fii ordinateur yaa ngi fii dañuy échanger ay fichiers ay documents mais voilà xam nañ ordinateur yaa ngi nii ñoo ngi waxtaan entre ñoom ils s'échangent des fichiers des documents et tout mais il faut ñu xam lan lañ def ba ñu waxtaan entre ñoom déglu la ñu xool. Bon, on a dit qu'ils utilisaient des protocoles, c'est-à-dire des langues en fait, des protocoles, c'est-à-dire des langages. C'est bon là-bas? C'est pas grave, tu peux continuer. Pas grave. Je peux continuer, d'accord. Bon, après, à quoi ça sert? Genre, Internet dans le monde en fait, ça sert à quoi? Bon, ça sert à aller sur le net, surfer, faire des recherches scientifiques, wala soo amee exposé, nga def ay recherche sur Wikipédia, seetaan ay vidéo YouTube. Genre, ça sert à beaucoup de choses en fait. Voilà, loolu mooy avantage quoi. Désolé de vous interrompre, désolé. Allez-y. Mais il y a quelqu'un qui est en train de signaler qu'il ne comprend pas le wolof. Est-ce que vous pouvez reprendre les situations en français? Ah, d'accord. Je viens de voir le message là. D'accord, je vais réexpliquer ça en... C'est vrai, je vais expliquer ça en français. En fait, c'est un ensemble d'ordinateurs. Voilà. C'est-à-dire, c'est un ensemble d'ordinateurs. Un ensemble d'ordinateurs connectés. N'est-ce pas? Un ensemble d'ordinateurs connectés entre eux et qui permettent de stocker des documents et les échanger. C'est-à-dire, il y a par exemple 10 ordinateurs, mais tous les 10 ordinateurs, ils peuvent stocker des documents, des informations et ils peuvent aussi échanger. Chacun peut donner à l'autre un document et l'autre aussi, il peut le donner à un autre. C'est ça, en fait. C'est un ensemble d'ordinateurs qui permet de stocker des informations et des documents et qui les échange. C'est bon. Donc, on va sur comment communiquent-ils entre eux. C'est-à-dire, les ordinateurs utilisent un langage pour communiquer. C'est comme nous, les humains. On utilise, par exemple, le français, l'anglais, l'espagnol, l'arabe pour communiquer. Eux aussi, ils ont leur propre langage. C'est-à-dire, ils utilisent, par exemple, un langage pour communiquer. Pour eux, le langage, c'est un protocole. Voilà, eux, ils utilisent protocole pour communiquer entre eux. C'est-à-dire, les ordinateurs utilisent protocole pour communiquer entre eux. Maintenant, Internet, à quoi ça sert? C'est-à-dire, ça, c'est en fait les avantages, l'utilité en fait de l'Internet. L'Internet, ça sert à quoi? Ça sert à faire des emails, de s'informer, d'apprendre, de découvrir. Bon, il y a plusieurs en fait, utilités. S'informer, adresse mail, message électronique. Avec l'Internet, on peut faire beaucoup de choses en fait. C'est ça en résumé. On peut faire beaucoup de choses. Donc ici, on nous dit comment en fait, comment ça marche. On est ici. Comment va-t-on sur Internet? Bon, pour aller sur Internet, bon, d'abord, il nous faut ce qu'on appelle un abonnement à un fournisseur d'accès Internet. Par exemple, Orange ou bien Tigo ou bien Expresso. C'est ça en fait les fournisseurs. Il faut un fournisseur d'Internet. Si tu as un plus Orange, tu utilises Orange. Si tu as un plus Expresso, tu utilises le réseau Expresso. Si tu as un plus de Tigo, tu utilises le plus Tigo.
Donc, ça, c'est juste les fournisseurs. Il te faut aussi, en deuxième lieu, disposer d'un ordinateur et d'un logiciel navigateur, c'est-à-dire Internet Explorer, Firefox ou Chrome. C'est ces logiciels-là qui te permettent d'aller sur le net. D'abord, il te faut un fournisseur d'accès Internet. Ensuite, il te faut un ordinateur et ce qu'on appelle un navigateur. Un navigateur, c'est un type de logiciel qui permet de surfer sur le net. Il y en a plusieurs. Il y en a Internet Explorer, Firefox et Chrome. Voilà, je pense que vous reconnaissez tous ces logos-là. Firefox, Chrome ou Internet Explorer. C'est le logiciel qui permet d'aller sur le net. C'est bon. Ici, on nous parle que signifient les lettres que l'on trouve dans une adresse Internet. Par exemple, souvent, on nous dit www.google.fr. Maintenant, ça signifie quoi? On va essayer de décrypter en fait le lien. Ça, on appelle ça un lien. Voilà, c'est un lien. Maintenant, on va essayer de décrypter le lien. D'abord, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit le HTTP ://. Il s'agit du protocole langage qui permet au navigateur de comprendre les informations et de communiquer. Voilà. Déjà, il nous dit un truc très utile. Il nous dit le HTTP ://, c'est un protocole, c'est-à-dire c'est un langage qui permet au navigateur de comprendre les informations et de communiquer. C'est-à-dire, ça dit au navigateur que ça, en fait, c'est un site web, en fait. Ça, c'est un site web. Ça dit que ça, en fait, le navigateur, ça, c'est un site web. Ça lui permet, en fait, de lui dire que la machine veut échanger, en fait, des documents et des informations concernant un site web. Voilà, HTTP. Permet au navigateur de comprendre et de les communiquer. Maintenant, le www qu'on entend, c'est le World Wide Web. C'est-à-dire web, la toile. Wide, c'est en anglais, étendu, large, étendu ou bien large. World, c'est le monde. Cela peut se traduire par la toile mondiale ou le réseau planétaire. C'est-à-dire pour dire à la machine, nous, on veut se connecter, c'est-à-dire à la toile mondiale, en fait. C'est-à-dire au genre, au World Wide Web, quoi, en fait. C'est-à-dire, on veut se connecter au World Wide Web. C'est-à-dire, c'est là où on trouve toutes les noms de domaine. Facebook, Twitter, tout. Ils sont tous dans le World Wide Web. Donc, tous les liens commencent par www. Tous les liens sur Terre. Voilà. Maintenant, ici, on a Google, le nom du site. Google peut être, par exemple, Facebook. Ici, ça peut être soit Google, soit Facebook, soit toi, le nom de ton site. Si ton site s'appelle X, ça peut être X. Si ton site s'appelle Y, ça peut être Y. Ici, ça peut changer. Ça peut être du n'importe quoi. C'est variable. C'est-à-dire le nom du site, en fait. Si c'est Google, Facebook, Twitter, on met Twitter ou bien Google. .fr, c'est la variable du pays. Voilà, c'est les variables du pays ou bien l'extension du domaine. On appelle aussi l'extension du domaine. C'est-à-dire variable du pays. Par exemple, si c'est FR, c'est France, UK, c'est Grande-Bretagne. Souvent, ça montre que le serveur, c'est-à-dire que la machine où tu es en train de se connecter là, où le Google est logé en France. Ou bien le serveur est en Grande-Bretagne, ou bien le serveur est aux États-Unis. Par exemple, vous entendez google.fr ou bien google.UK ou bien google.us. Tout ça, en fait, ça peut dire que tu es connecté à Google, mais à ces machines qui sont aux États-Unis. Tu es connecté à Google, mais à ces machines qui sont en France. Exactement. Ça permet de dire, en fait, où se trouve le serveur, en fait. C'est les variables du pays. Ça aussi, ça peut changer. C'est variable. Donc, qu'est-ce qu'on va retenir? Qu'un lien web qui pointe vers un site web est composé par le protocole HTTP, suivi par le www, suivi par le nom du site, et enfin, qui se termine par une extension, c'est-à-dire .fr, .com, .org, .gouv, .uk, .us. Voilà, ça peut être beaucoup d'extensions. Il y a des sites avec même .io. Il y a beaucoup d'extensions, mais il faut noter que le lien est composé par HTTP, www, nom du site, et on met Allô? Allô, Amadou? On ne t'entend plus. Alors, Amadou, on ne t'entend plus, hein?